Bonjour à tous, dans le cadre de cette semaine régionale de pharmacovigilance, je vais vous parler du syndrome d'autobrasserie. L'ivresse sans consommation d'alcool, est-ce possible? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre lors de cette présentation. Le syndrome d'autobrasserie, également appelé syndrome de fermentation intestinale, est une condition pathologique peu connue et peu étudiée. Rapportée pour la première fois en 1948 chez un enfant de 5 ans qui est malheureusement décédé des suites d'une perforation de la paroi intestinale en raison d'une distension gazeuse excessive, donc probablement en lien avec un syndrome d'autobrasserie. Donc ce syndrome est caractérisé par la production endogène d'éthanol après ingestion d'aliments riches en glucides associés à la présence de conditions favorables à la prolifération anormale de certains micro-organismes. Le diagnostic donc de ce syndrome est souvent posé uniquement après avoir exclu toutes les autres causes possibles des symptômes que présente le patient et qui peuvent inclure donc, des troubles neurologiques, des troubles gastro-intestinaux ou encore des troubles psychiatriques. Concernant l'épidémiologie, alors il s'agit très probablement d'une pathologie sous-notifiée. Un cas a été décrit et publié en France en 2023. Une revue de la littérature en 2020 a recensé 20 cas donc de patients atteints de ce syndrome avec l'implication de plusieurs germes, donc notamment des bactéries comme Klebsiella pneumoniae et des levures, donc plusieurs espèces du genre Candida. Ce syndrome peut survenir chez l'enfant et l'adulte et concerne également les deux sexes. Le terme météiso, donc est un terme japonais, donc qui se traduit en syndrome d'ivresse. C'est un terme qui a été utilisé au Japon dans les années 50 pour désigner les cas d'ivresse inexpliqués sans consommation d'alcool apparente et ce que nous appelons aujourd'hui syndrome d'autobrasserie. D'ailleurs, le fait que plusieurs cas de ce syndrome aient été rapportés au Japon a soulevé l'hypothèse que donc la population japonaise pourrait être particulièrement prédisposée à cette condition. Cependant, la description d'autres cas dans d'autres populations a finalement suggéré que ce syndrome ne serait pas limité à un groupe ethnique ou géographique spécifique. Concernant les éthanolémies décrites, eh bien, celles-ci varient et peuvent être non négligeables, pouvant aller jusqu'à des concentrations avoisinant les 4 grammes litres. Concernant la physiologie, eh bien, l'ingestion d'aliments riches en glucides va être bien entendu suivie d'une phase de digestion où les sucres complexes sont dégradés en sucres simples après leur absorption intestinale. Donc ces sucres simples, principalement le glucose, sont utilisés par les cellules pour produire de l'énergie donc à travers le processus que vous connaissez, celui donc de la glycolyse, où le glucose est converti en pyruvate. Dans certaines situations, un déséquilibre de la flore intestinale peut survenir et être à l'origine d'une prolifération anormale de certaines levures et bactéries dans l'intestin. Et donc ces micro-organismes vont être responsables d'une génération endogène d'éthanol, donc par la conversion du pyruvate en éthanol, donc grâce à des enzymes présentes dans ces micro-organismes comme la pyruvate décarboxylase que l'on retrouve donc chez certaines levures et bactéries et qui est absente chez l'humain, et donc une autre enzyme, donc l'alcool déshydrogénase. Ensuite, donc l'éthanol généré va être absorbé et va passer dans la circulation sanguine et peut également traverser la barrière hémato-encéphalique et de ce fait être responsable d'un certain nombre de symptômes similaires à ce que l'on observe en cas de consommation d'alcool.
Et donc le tableau clinique est très variable selon la quantité d'alcool générée et selon les individus, et peut inclure donc des troubles neurologiques comme une désorientation, des vertiges, un discours incohérent, une perte de mémoire, etc. Des troubles gastro-intestinaux et un état général altéré, avec notamment une odeur d'alcool dans la laine. Concernant le diagnostic, eh bien, il n'existe pas encore de consensus officiel ni de ligne directrice standardisée pour diagnostiquer ce syndrome. Cependant, certains protocoles diagnostiques ont été proposés dans des études de cas ou encore des revues de la littérature. Et ceux-ci peuvent inclure des éléments anamnestiques où il est important de revenir sur l'historique du patient, les épisodes d'intoxication inexpliquée à l'alcool survenus, les symptômes observés, le régime alimentaire, savoir s'il y a eu ou pas consommation d'alcool, et revenir également sur les antécédents et comorbidités du patient. Donc des analyses biologiques, pouvant inclure des dosages de l'éthanol, des criblages toxicologiques, un bilan biochimique pouvant inclure un bilan métabolique et un bilan hépatique, des coprocultures. Ensuite, un test de provocation au glucose peut également être réalisé, où l'ingestion d'une certaine quantité de glucose va nous permettre de réaliser une cinétique de l'éthanol, niveau sanguin par exemple. Et ensuite, des examens plus exploratoires, à savoir des endoscopies, afin de recueillir des sécrétions gastro-intestinales en vue d'une culture fongique et bactérienne, et éventuellement la réalisation de tests de sensibilité vis-à-vis de certains anti-infectieux. Alors, ce syndrome d'autobrasserie est peu fréquent, et ceci en partie parce qu'il va nécessiter l'interaction de plusieurs facteurs favorisant sa survenue. Nous avons tout d'abord le régime alimentaire, donc un régime riche en glucides va permettre cet apport important en glucides qui vont par la suite être fermentés. Certaines pathologies, comme le diabète, peuvent contribuer au maintien de concentrations élevées dans le sang et dans la lumière intestinale de glucose. Des comorbidités digestives, médicales et chirurgicales, peuvent également favoriser une dysbiose et la fermentation. Et des pathologies hépatiques pouvant contribuer à la perturbation du foie à métaboliser l'éthanol. Les traitements, certains médicaments comme les antibiotiques, notamment à large spectre et au long cours, des antiacides comme les inhibiteurs de la pompe à protons peuvent générer une dysbiose intestinale et créer un terrain favorable à la prolifération anormale de levures et de bactéries. Comme ici les levures Saccharomyces cerevisiae et puis les espèces de Candida, comme on a pu le voir tout à l'heure. Historiquement, les levures ont été considérées comme les principaux agents de ce syndrome, notamment aussi grâce à leur capacité connue de fermenter, mais d'autres cas ont également décrit l'implication de certaines bactéries comme Klebsiella pneumoniae dans ce syndrome. Leur rôle reste moins exploré, mais les bactéries peuvent agir seules ou en synergie avec les levures. Et les prédispositions génétiques, certaines prédispositions impliquant notamment le métabolisme de l'éthanol, avec ici l'exemple de l'inactivation de l'enzyme ALDH, pourrait jouer un rôle dans la sévérité des symptômes, et des prédispositions génétiques en lien avec le microbiote intestinal ou autre. Alors, concernant la prise en charge de ce syndrome, celle-ci nécessite une approche multidisciplinaire où une équipe composée de divers professionnels de santé va permettre d'aborder les différents aspects de ce syndrome. À savoir les aspects biologiques, nutritionnels, psychologiques, etc.
La mise en place d'un traitement symptomatique d'urgence peut s'avérer nécessaire si le patient présente des symptômes aigus d'intoxication à l'éthanol. Concernant les modifications diététiques, eh bien celles-ci sont importantes. Ici, l'élaboration d'un régime pauvre en glucides et riche en fibres et en protéines va permettre de limiter cette prolifération de levures et de bactéries. Concernant le traitement médicamenteux, il peut être nécessaire dans certains cas et il va dépendre bien entendu des germes impliqués. Le fluconazole est généralement le traitement de choix qui va être proposé lorsque la cause est fongique, bien entendu. Et cependant, dans certains cas, il peut y avoir des récidives ou résistances à cet antifongique, et ceci peut nécessiter une escalade thérapeutique vers d'autres antifongiques alternatifs comme le voriconazole ou encore les échinocandines. Et dans certains cas, certains patients peuvent présenter des symptômes réfractaires malgré les essais de plusieurs antifongiques. Et dans ces cas, les patients peuvent bénéficier d'une transplantation fécale. L'administration de probiotiques peut également être bénéfique afin de contribuer toujours à cette restauration du microbiote intestinal. Et enfin, un suivi addicto peut s'avérer nécessaire, surtout devant une exposition prolongée à l'éthanol. Le diagnostic de ce syndrome est souvent retenu tardivement, surtout chez les adultes, et c'est typiquement le cas du patient qui va venir aux urgences plusieurs fois pour le même motif, présentant des signes d'intoxication alcoolique aiguë avec une alcoolémie positive, mais qui déclare ne pas avoir consommé d'alcool. Et la difficulté ici va être de prouver cette production endogène d'éthanol et non cette consommation exogène. Et souvent, les patients vont être renvoyés chez eux sans traitement approprié. Le syndrome d'autobrasserie peut entraîner des conséquences non négligeables. Un syndrome de sevrage peut se manifester chez certains patients dont l'alcoolémie est restée positive longtemps. Il peut y avoir des complications neurologiques, un impact psychologique et des répercussions sociales négatives sur le plan professionnel et personnel. Ensuite, certaines études ont rapporté la possible implication de cette production endogène d'éthanol dans le développement de la NASH, la stéatohépatite non alcoolique. Et certaines études ont également rapporté l'impact de ce syndrome sur certains minéraux et vitamines comme le zinc, le magnésium et la vitamine B6. Sur le plan médico-légal, aucune mesure n'est établie pour le moment pour anticiper les potentielles conséquences judiciaires associées à ce syndrome. Ceci peut entraîner des accusations injustifiées d'alcoolisme dans certaines situations comme la conduite automobile. Et au contraire, certains individus peuvent utiliser ce syndrome comme un moyen de contester une consommation d'alcool afin d'échapper aux sanctions judiciaires. Dans les deux cas, c'est un peu complexe. Le syndrome d'autobrasserie est une pathologie délicate à plusieurs égards en raison de sa rareté, de la difficulté de son diagnostic et de ses implications sociales, psychologiques et médico-légales. Comme je disais tout à l'heure, c'est une pathologie très probablement sous-diagnostiquée et qui va survenir chez des patients présentant des pathologies préexistantes et qui nécessitent la combinaison de plusieurs facteurs favorisant sa survenue. Les analyses toxicologiques, microbiologiques et le test au glucose peuvent, dans certains cas, ne pas être contributifs. Et les cas rapportés dans la littérature soulèvent l'importance de diagnostiquer cette pathologie afin d'assurer une prise en charge appropriée aux patients.
L'objectif de cette présentation aujourd'hui est de rappeler que ce syndrome est une pathologie réelle, une pathologie qui nécessite une sensibilisation accrue, tant du côté des professionnels de santé que du grand public, et puis dans certains contextes, notamment juridiques, qu'il est important de connaître les facteurs favorisants afin de les éviter lorsque ceci est possible, que c'est une pathologie qui nécessite la collaboration de plusieurs professionnels de santé afin de permettre son diagnostic et ainsi une prise en charge appropriée. Et je finirai cette présentation par souligner que ce syndrome fait partie des nombreuses pathologies qui mettent en avant l'importance de l'intégrité du microbiote intestinal pour maintenir une bonne santé. Je vous remercie de votre attention.